Février 1943. Dans les ruines glacées de Stalingrad, la plus grande armée d'invasion de l'histoire allemande vient de capituler. Pour Hitler, c'est impensable. Pour le monde, c'est un tournant. Pour les survivants allemands, c'est le début d'un enfer souvent oublié. Que sont devenus ces 100 000 hommes vaincus dans la neige? Pourquoi si peu d'entre eux sont revenus? Et qui a décidé de leur sort? La 6e armée allemande, encerclée depuis novembre 1942, se rend le 2 février 1943. Près de 100 000 prisonniers sont capturés. Mais le sort qui les attend n'a rien d'une captivité normale, moins de 6 000 d'entre eux reviendront vivants. Un exemple tragique, le soldat Johann Schwer, du régiment d'artillerie 576, fut capturé près de la gare de Stalingrad. Selon les lettres envoyées par ses compagnons de captivité, il aurait survécu au premier hiver dans un camp près de Beketovka, avant de mourir en 1944 de dysenterie, faute de soins. Staline, influencé par Zhukov et le NKVD, refuse tout rapatriement rapide. Le GUPVI, organisme chargé des prisonniers, les répartit dans une cinquantaine de camps, souvent situés dans des zones reculées, Oural, Kazakhstan, Sibérie occidentale. Dans les archives soviétiques ouvertes après 1990, on retrouve des listes détaillées de prisonniers allemands affectés à des travaux comme la construction du canal Volga-Don, la coupe de bois en Sibérie ou les mines de cuivre de Dzhezkazgan. Ces archives sont désormais consultables via la Fondation allemande pour la mémoire des prisonniers de guerre, Stiftung Sexige-Gedenkstätten, et les travaux de l'historien allemand Reinhard Otto. Les survivants racontent un quotidien marqué par la faim, le froid et la peur. Hans Müller, ancien caporal, est l'un des rares à avoir tenu un journal clandestin, aujourd'hui conservé au musée de la Résistance à Berlin. Il y décrit son travail dans une briqueterie près de Tcheliabinsk, où les prisonniers dormaient à même le sol, recouverts de neige pour se réchauffer. Un autre témoignage poignant est celui de Heinrich Gerlach, officier capturé à Stalingrad, qui parviendra à rentrer en Allemagne après 12 ans de détention. Il publiera en 1963 un roman bouleversant, Le Canner, basé sur ses souvenirs. Longtemps censuré, ce texte est l'un des plus précieux témoignages littéraires sur l'enfer de la captivité soviétique. Le général Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée, refuse de se suicider comme l'espérait Hitler. Capturé, il est interné à Monino, dans une datcha luxueuse, loin des camps de ses hommes. En 1944, il devient la figure de proue du Comité national Allemagne libre, NKFD, une structure propagandiste soutenue par Staline. Nous en avons fait une vidéo. Parmi les documents conservés aux archives fédérales allemandes de Berlin, on retrouve les transcriptions de ses interventions radiophoniques, appelant les officiers allemands à déposer les armes. À Nuremberg, il témoignera contre le Troisième Reich. Ce revirement lui vaudra une longue mise à l'écart en Allemagne de l'Ouest après la guerre. Un cas emblématique est celui du général Walter von Seydlitz-Kurzebach, qui propose à l'état-major soviétique de former une armée allemande anti-nazie composée de prisonniers. Staline décline, mais Seydlitz restera en URSS jusqu'en 1955. À son retour, il sera rejeté par ses pairs et mis au ban de la société ouest-allemande. D'autres officiers comme Arno von Lansky ou Gerhard Beckli rejoindront les forces armées de la RDA après leur retour, salués comme antifascistes convaincus. Leur parcours, documenté dans l'étude de Stalingrad à Berlin-Est de l'historien Ulrich Merten, montre que tous n'ont pas connu la même marginalisation. Ce n'est qu'à partir de 1955, sous la pression du chancelier Konrad Adenauer, que les derniers prisonniers allemands sont libérés. On les appelle les prisonniers oubliés. L'URSS libère environ 10 000 hommes, dont à peine 700 vétérans de Stalingrad. Les archives du ministère ouest-allemand des Affaires étrangères révèlent les négociations âpres menées à Moscou. Il a fallu promettre la reconnaissance diplomatique de la RDA par Bonn pour obtenir leur libération. Parmi eux, Kurt Reber, célèbre pour avoir dessiné dans la poche de Stalingrad la Madone de Noël, n'en fait pas partie, il meurt de typhus dans un camp près de Saratov, début 1944. Son dessin, miraculeusement sauvé, est aujourd'hui exposé à la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche à Berlin, symbole de foi et d'humanité au milieu du carnage. Bref, ceux qui sont revenus du RSS après Stalingrad étaient les revenants d'une guerre que l'Allemagne voulait oublier. Le Troisième Reich les avait abandonnés. L'Union soviétique les avait brisés. Et l'Europe de l'après-guerre,
soucieuse de reconstruire, n'a pas toujours voulu entendre leur récit. Aujourd'hui, grâce aux journaux retrouvés, aux archives soviétiques ouvertes et aux témoignages enregistrés dans les années 90, nous pouvons reconstituer cette histoire douloureuse, humaine, tragique. Alors si cette histoire vous intéressait, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Parce que derrière les grandes batailles, il y a toujours des hommes. Et derrière les chiffres, il y a toujours des vies. Or n'oubliez jamais que le communisme a fait plus de 100 millions de morts au XXe siècle, principalement sous Staline et Mao. À très bientôt.